Il est 8h46 sur studiocalita.com. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens. Une revue de la presse que nous commencerons ce matin par les préparatifs, une fois de plus, de la visite de Donald Trump à 3 jours de l'arrivée du président américain. Les journaux israéliens montrent des photos de ces préparatifs, les tapis rouges déjà déroulés à la présidence de l'État d'Israël et même au musée d'Israël où le président américain prononcera son discours important. Les rues de Jérusalem sont déjà pavoisées aux couleurs de la bannière étoilée. Puis ce train aérien impressionnant d'avions cargo américains qui déverse depuis plusieurs jours des tonnes de matériel apparemment indispensable pour garantir la sécurité du président américain. Et puis une révélation de la seconde chaîne de télévision israélienne hier soir qui croit savoir la raison de l'annulation de la visite de Donald Trump à Masada. Eh bien, on a dit à un moment qu'il s'agissait là d'un problème de peau du président américain, que le président était sensible au soleil et que la température était particulièrement élevée, on le sait, au sommet du rocher de Masada. Eh bien, apparemment, ce n'est pas la raison valable qui a conduit à l'annulation de cette visite. Selon la seconde chaîne, les services du parc national de Masada n'ont pas autorisé l'hélicoptère du président à se poser sur le site de Masada. Apparemment, même les services israéliens, le Shin Bet, n'a pas donné son feu vert à cet atterrissage de l'hélicoptère présidentiel. C'est apparemment donc la raison invoquée au changement de programme de cette visite du président américain, dans le cadre de cette visite du président américain en Israël. C'est intéressant comme raison invoquée. En tout cas, c'est un président américain qui se dit en manchette du Makor Rishon de ce matin, le Makor Rishon qui, je rappelle, est l'hebdomadaire de la droite religieuse israélienne qui paraît le vendredi. Le président américain qui se dit victime de la plus grande chasse aux sorcières menée contre un homme politique américain. C'est le titre donc de ce journal ce matin. De facto, le journal souligne que le président arrivera en Israël alors qu'aux États-Unis, les soupçons qui pèsent sur lui s'accumulent. Et cela est particulièrement inquiétant, affirme donc le Makor Rishon. Le journal souligne également qu'en Arabie Saoudite, première étape du périple de Donald Trump, ont fait grimper les attentes et aspirations. 37 chefs d'État, apparemment, du Golfe Persique et de la région, des États arabes sunnites dits modérés, rencontreront le président Trump à Riyad dimanche. Et certains journaux israéliens citent le Wall Street Journal qui croit savoir que ces pays arabes pourraient accepter de normaliser leurs relations avec l'État d'Israël en échange d'un gel partiel de la construction en Judée et en Samarie. Et en une du supplément du Israël Hayom de ce matin, l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, promet aux Israéliens qu'ils seront, je cite, ravis du discours que le président américain doit prononcer donc au musée d'Israël. Selon lui, l'administration Trump n'a pas l'intention d'imposer un règlement au conflit israélo-palestinien et il ne sera pas question de gel de la construction dans les implantations, dixit donc David Friedman. Les deux principaux sites d'information d'Israël, le Ynet et le NRJ, consacrent ce matin leur page d'ouverture aux mêmes préoccupations sécuritaires. En effet, au sein de Tzahal, on craint que le mois de juin soit un mois de tensions particulières dans la rue palestinienne, et ce, en particulier parce que ce sera le mois du Ramadan. Hier, on a pu avoir un aperçu de ce qui pourrait se produire dans les prochaines semaines, avec un véhicule israélien qui a été lapidé par des dizaines de Palestiniens dans la localité de Khawara, près de Naplouse. C'est d'ailleurs ce matin la manchette préoccupante dans le Israël Hayom qui parle de quasi-lynchage et montre une photo du véhicule alors qu'il est lapidé. Le conducteur du véhicule, un Israélien de l'implantation voisine d'Itzhar, qui s'est senti menacé, a ouvert le feu en direction d'un Palestinien qui jetait des pierres et il l'a donc abattu. J'ai vu la mort en face, a affirmé D. Qui n'a pas voulu révéler son identité, le conducteur de ce véhicule qui a donc eu la vie sauve grâce à son courage face à des dizaines de Palestiniens. Hier, une Israélienne qui circulait sur le même axe peu avant a indiqué que les Palestiniens avaient incendié des pneus sur cette route et ils s'étaient regroupés en brandissant des drapeaux palestiniens et en jetant des pierres. Je n'ai pas vu de patrouille israélienne dans les environs. Selon Tzahal, il s'est agi là d'une manifestation organisée à laquelle plus d'une centaine de Palestiniens ont participé. À ces manifestations dans le nord de la Samarie, il faut rajouter des jets de pierre également sur des véhicules israéliens en Judée. Et d'une manière générale, on parle aujourd'hui au sein de Tzahal d'une augmentation très nette du nombre de jets de pierre sur les routes de ces deux régions. Et Rechet Bet annonce ce matin que
près de Naplouse. Un tracteur appartenant apparemment à un Palestinien a été incendié, apparemment toujours par des Israéliens du Tag Mechir, probablement une réaction aux incidents d'hier donc à Khawara. Les forces de sécurité sont donc en état d'alerte en ce vendredi, après l'appel de Palestiniens à manifester dans le cadre aujourd'hui d'une nouvelle journée de la colère. Et puis en toile de fond, outre le ramadan, il y a bien entendu la visite de Donald Trump et la grève de la faim des détenus palestiniens. Côté israélien, on estime que cette tension est délibérément provoquée par des éléments du Hamas qui pourraient vouloir embarrasser Mahmoud Abbas à l'approche de sa rencontre mardi avec Donald Trump à Bethléem. Aryeh Golan, le présentateur du journal du matin sur Reshet Bet, s'est déclaré il y a quelques instants stupéfait d'apprendre que les habitants d'Itzhar, d'Itamar et d'Elon Moré doivent passer chaque jour par le village de Khawara pour se rendre à Tel Aviv ou à Jérusalem. Mais les milliers d'habitants qui vivent donc dans ces trois localités le savent, puisque cela fait longtemps, depuis chaque jour, depuis de nombreuses années, qu'ils risquent ainsi leur vie en passant par ce village qui est de plus en plus hostile. Le Makor Rishon consacre une partie importante de son édition et de son supplément ce matin aux festivités du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Et dans son éditorial hebdomadaire, Haggai Segal, le rédacteur en chef du journal, déplore qu'au cours des 50 dernières années, on est assisté à une érosion, écrit-il. Érosion progressive des convictions morales de notre peuple envers les terres qui ont été libérées durant la guerre des 6 jours. Et le résultat de cette érosion, c'est qu'un peuple artificiel, écrit-il, un peuple qui vient de naître, réclame des droits comme s'il était arrivé sur cette terre il y a 2000 ans et personne ne s'en offusque. Outre mesure, au contraire, beaucoup lui reconnaissent même ses droits historiques. Fin de citation. L'affaire est répercutée depuis hier sur les sites d'information et elle est en une du Israël Hayom lors de la cérémonie de remise des diplômes de master en sciences humaines à l'Université hébraïque de Jérusalem. Les organisateurs ont décidé de ne pas introduire la tikva comme à l'issue de cette cérémonie, et ce parce que parmi les lauréats se trouvaient plusieurs étudiants arabes israéliens. Cette information a suscité la colère de Binyamin Netanyahou, qui a réagi en déplorant ce qu'il a qualifié de summum de servilité de la part des dirigeants de l'Université hébraïque de Jérusalem envers ce qu'il a également qualifié de symbole de l'État d'Israël. Le ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett, a téléphoné au président de l'Université hébraïque de Jérusalem, le professeur Ben Sasson, pour lui exprimer son vif mécontentement, et il lui a annoncé que désormais la tikva devrait être entonnée dans ce type de cérémonie. Quant à Dror Idar, l'éditorialiste du Israël Hayom, il clame ce matin dans un éditorial « On ne fera pas taire la tikva ». Et il affirme, si les dirigeants de l'Université hébraïque de Jérusalem tiennent tant à ne pas embarrasser leurs étudiants arabes, peut-être devraient-ils aussi escamoter du nom de l'université le terme hébraïque. Et en marge un même type d'information dans le Makor Rishon qui nous révèle en première page ce matin qu'à l'université de Haïfa, certains professeurs ont qualifié la guerre d'indépendance de l'État d'Israël en 1948, je cite, de purification ethnique. On l'avait déjà compris, mais lorsqu'un expert de réputation mondiale l'affirme sans équivoque, cela fait toujours plaisir. Le site Ynet répercute ce matin les déclarations du docteur Milan Simic. Le docteur Milan Simic est considéré comme l'un des plus grands spécialistes internationaux de lutte contre les cyberattaques. Selon le docteur Milan Simic, Israël est une ligue au-dessus de tous les autres pays dans le domaine du cyber et de l'investissement dans ce secteur. Il a dit cela dans le cadre d'un congrès international en matière d'assurance et de sécurité qui s'est tenu cette semaine à Tel Aviv en présence de 150 représentants venus du monde entier. Et puis le Makor Rishon s'intéresse lui aussi à ce phénomène. Il lui consacre même la manchette de son supplément politique du Shabbat puisqu'il interroge cette fois l'expert israélien en la matière. Il s'agit du général de réserve Eli Ben Meir qui était jusqu'à l'an dernier le chef du département des recherches et développement au sein des renseignements militaires, le 2e bureau de Tsahal. Pour lui, une chose est sûre, le monde a changé et il n'est plus nécessaire de disposer d'avions de chasse ni même de tanks pour attaquer des pays ennemis. Il suffit de lancer des cyberattaques. Le cyber, c'est le champ de bataille du 21e siècle, affirme-t-il donc ce matin en manchette du supplément de Shabbat du Makor Rishon. Et puis, enfin, les journaux télévisés d'hier, il faut le savoir, ont mentionné en évidence la manifestation des handicapés israéliens qui protestent contre le montant particulièrement bas des allocations qu'ils perçoivent de l'État d'Israël. Cela fait des mois qu'ils protestent, mais que les médias ne répercutent pas leurs plaintes. Alors, ils ont décidé de frapper plus fort. Hier, ils ont paralysé tout simplement le boulevard périphérique de Tel Aviv, le Ayalon.
et ils promettent de durcir plus encore leur mouvement, un mouvement qu'Aryeh Golan de Reshet Bet a qualifié ce matin de mouvement tout à fait justifié. Et puis, la presse et les médias israéliens ont mentionné, nous en avons parlé hier, bien en évidence des extraits des protocoles des réunions de ce qui était le cabinet restreint pour la sécurité nationale en mai et juin 1967. Alors souvent, les médias israéliens se sont penchés sur ces réunions du cabinet d'après-guerre, ces réunions qui se préoccupaient essentiellement du sort et de l'avenir des territoires israéliens libérés durant la guerre des 6 jours et de la problématique posée par le contrôle de plus d'1 million d'Arabes de ces territoires. Mais si l'on reprend également le supplément du Yediot Aharonot paru hier à ce propos, eh bien, on peut découvrir comment le gouvernement de Lévi Eshkol a préparé la guerre des 6 jours. C'est aussi important et tout à fait impressionnant. Ces préparatifs montrent en effet clairement la tension qui régnait au sein des dirigeants de l'État d'Israël durant la fameuse période d'attente des 3 semaines qui ont précédé la guerre des 6 jours, après que Gamal Abdel Nasser ait chassé les casques bleus de l'ONU du Sinaï et fermé le détroit de Tiran, ce qui était considéré donc sans équivoque comme un véritable casus belli. C'est ainsi que l'on découvre que dès le 23 mai 1967, le chef d'état-major de Tsahal de l'époque, le général Yitzhak Rabin, affirme déjà aux membres du gouvernement que la seule manière de remporter une confrontation avec l'Égypte est de prendre l'initiative et de détruire au sol la majorité des avions de l'armée de l'air égyptienne afin d'assurer à Tsahal le contrôle du ciel de la région. Alors que les jours passent et que le gouvernement ne décide toujours pas de prendre l'initiative, des ministres envisagent de rappeler David Ben Gurion de sa retraite de Sde Boker afin qu'il soit nommé ministre de la Défense. Mais un ministre du gouvernement, Mordechai Bentov, affirme que, selon lui, ce serait une erreur. Ben Gurion d'aujourd'hui n'est plus le Ben Gurion que nous avons connu, affirme-t-il. Et Lévi Eshkol, le Premier ministre, de trancher, Ben Gurion et moi, nous ne siégerons pas dans le même gouvernement. Quant au célèbre Yigal Allon, il se dit persuadé que Tsahal a la capacité de porter un coup déterminant à l'armée égyptienne sans qu'il ait besoin de conquérir le Sinaï. Après ce coup-là, les puissances internationales parleront de nous autrement, affirme Yigal Allon dans l'une de ces réunions du cabinet restreint avant le déclenchement de la guerre des 6 jours. Et enfin, la dernière réunion du cabinet avant justement le déclenchement de la guerre, c'est-à-dire la réunion du 4 juin 1967, alors que Moshe Dayan est déjà nommé ministre de la Défense et que le gouvernement est devenu un gouvernement d'union nationale avec Menachem Begin comme ministre sans portefeuille, eh bien cette réunion est particulièrement dramatique pour nous, pour tous, pardon. Il est certain que la guerre est incontournable et la question cardinale est reposée. Doit-on prendre l'initiative ou bien attendre que les Arabes tirent les premiers, comme le souhaitait, on le sait, le général de Gaulle? Les délibérations sont passionnantes. Le ministre religieux Shapira raconte qu'il a posé cette question la veille à David Ben Gurion et celui-ci lui a dit qu'Israël ne devait pas attaquer en premier sans avoir le soutien d'une grande puissance. Mais Israël Galili, lui, propose de donner carte blanche au Premier ministre et au ministre de la Défense pour donner l'ordre d'attaquer. Moshe Dayan va dans ce sens. Ce que nous pourrons obtenir en prenant l'initiative, nous ne pourrons jamais l'obtenir si nous ripostons à une attaque arabe, affirme Moshe Dayan. Nos forces sont malgré tout limitées, affirme-t-il. Nous devons absolument les surprendre. Et finalement, donc, le cabinet, comme on le sait, tranchera en faveur d'une initiative de Tsahal qui devra détruire au sol le maximum d'avions égyptiens. Et avec le recul du temps, il s'avère qu'il s'est agi là d'une des décisions les plus déterminantes de l'histoire de l'État d'Israël. Voilà, c'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. C'est la fin même de cette heure d'actualité sur studiokalita.com. Heureux de l'avoir passé en votre compagnie. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Shabbat Shalom, bon week-end et à très bientôt. C'était Daniel Haïk en direct de Jérusalem pour studiokalita.com. Shalom.